Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Thibaut Pérez, je suis chargé des affaires publiques au sein de l'association pour une agriculture du vivant que je vais vous présenter. Et je vais vous parler plus particulièrement des projets qu'on déploie, qui ont pour objectif de bâtir des coalitions d'acteurs sur des territoires avec des acteurs publics et des acteurs privés pour financer la transition agroécologique. Donc petit point sur PADV, pour une agriculture du vivant, c'est une association qui a 6 ans d'existence maintenant. Et l'objectif de l'association, c'est de structurer des filières agroécologiques et c'est, on va dire, de renforcer les conditions techniques, économiques et de coopération entre toute une diversité d'acteurs pour massifier la transition agroécologique. Donc en fait, cette asso, elle a été fondée, donc je le disais, il y a 6 ans, en partant du constat que les démarches d'agroécologie au sein des filières, elles partaient beaucoup de l'aval des filières jusqu'à l'amont agricole, avec potentiellement, pour des agriculteurs en production de grandes cultures qui avaient plusieurs cultures, différents cahiers des charges d'agriculture durable sur l'exploitation, avec parfois un manque d'approche systémique, voire des cahiers des charges qui pouvaient se contredire. Et donc, ce qu'a proposé l'association, c'est de créer un socle d'outils pour proposer à l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur ces indicateurs communs sur l'agroécologie et que chacun puisse développer des filières agroécologiques avec ces indicateurs. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises adhérentes, une centaine, qui sont représentatives de la diversité de l'écosystème agricole. Donc il y a des coopératives, des agro-industriels, des distributeurs, et tout un tas aussi d'acteurs plutôt de l'accompagnement technique et des services financiers et de l'assurance. On a notamment AXA Climate. Juste un petit point sur l'organisation de l'équipe et de la gouvernance. On est une équipe de 27 salariés et on a un comité scientifique qui a été constitué aussi dès le début de l'association pour nous aider à construire les outils, pour s'assurer évidemment de leur robustesse scientifique et qu'on soit toujours sur la ligne entre, en même temps c'est robuste scientifiquement, mais en même temps c'est aussi pragmatique et utilisable sur le terrain par les agriculteurs. Et qu'on n'ait pas voilà, des outils qui prennent trop de temps à réaliser. Donc ce comité scientifique, il est composé de ces personnes que vous voyez à l'écran, qui sont chacun voilà, en pointe sur certains sujets en lien avec l'agriculture et l'environnement. Et enfin, en termes de gouvernance, on a aussi un bureau et un conseil d'administration qui sont aussi représentatifs de cette diversité d'acteurs. Et au sein de notre CA, on a des agriculteurs, des coopératives, des industriels, des distributeurs et des partenaires techniques et financiers. Je souhaite vous partager la vision de l'agroécologie qu'on porte à PADV au sein de nos projets et avec nos adhérents. Cette vision, elle vise à réconcilier des enjeux qui peuvent parfois paraître antinomiques, à savoir maintenir des niveaux de production agricole avec des rendements satisfaisants tout en maximisant les services écosystémiques produits par les exploitations agricoles. Et dans les projets qu'on déploie, on vise toujours l'atteinte des 6 résultats clés qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire de stocker du carbone dans les sols, puisqu'effectivement le carbone est un moteur de la fertilité des sols, ce qui va permettre aussi cette matière organique de filtrer, de mieux infiltrer l'eau et de mieux la retenir dans ces sols, de produire un maximum de biodiversité, de qualité aussi nutritionnelle des produits. On a une doctorante qui vient de terminer sa thèse sur le lien entre les pratiques agroécologiques et la qualité nutritionnelle des produits, le bien-être animal et ce qu'on appelle le bonheur intérieur à la ferme, c'est-à-dire pour un agriculteur la capacité à vivre de son travail. Et quand on parle de transition agroécologique, à être sécurisé d'un point de vue économique dans cette transition, afin qu'il ne soit pas tout seul à porter ce poids. Et enfin, la démarche de PADV, c'est une démarche de progrès. Donc, ce n'est pas un cahier des charges fixe avec un certain nombre de pratiques à respecter. On fournit un cadre qui s'appelle l'indice de régénération, que je vais vous présenter juste après. Et à travers ce cadre, l'agriculteur choisit les leviers qu'il souhaite mettre en place pour progresser au regard de ce qui est pertinent pour son exploitation. Cet indice de régénération, donc ça ressemble à ça. Il existe aujourd'hui en grande culture, mais aussi en élevage bovin depuis l'année dernière. C'est donc un outil de diagnostic qui permet d'évaluer le niveau d'avancement dans la transition agroécologique en donnant une note sur 100. Donc en fait, c'est en discutant avec l'agriculteur et en renseignant ses itinéraires culturaux de l'année qu'on va pouvoir sortir un certain nombre d'indicateurs sur l'intensité de travail et la couverture du sol,
avec les surfaces de l'exploitation qui sont en travail du sol lourd, en semi-direct, en travail superficiel, etc. Le taux de couverture du sol à l'échelle de l'exploitation, tout un tas d'informations aussi sur les restitutions de carbone dans le sol, que ce soit par les amendements, par les cultures, par les couverts d'interculture. Et aussi, on regarde un indicateur de résultat qui est le taux de matière organique sur le taux d'argile, qui permet d'évaluer globalement la structure du sol, même si c'est un indicateur qui évolue très lentement. Et sur l'aspect gestion phytosanitaire, on s'intéresse à la fois donc, aux IFT, comparés aux résultats régionaux, et à tous les leviers que va mettre en place l'agriculteur pour réduire ces IFT. Donc, que ce soit voilà, la densité de semis, les cultures à haute tige, etc. Sur la biodiversité, on va regarder tout ce qui est diversité cultivée, en nombre de cultures, nombre d'intercultures, mais aussi la diversité en dehors de l'exploitation, enfin l'agroforesterie et puis les infrastructures agroécologiques sur l'exploitation agricole. Et puisqu'on connaît toutes les cultures sur l'exploitation, celles qui sont plutôt favorables aux pollinisateurs. Et enfin, sur quelques points, le fait que l'agriculteur se forme ou fasse partie de groupes d'échange avec d'autres agriculteurs. Et donc tout ça nous donne un score sur un total de 100 points. Et on considère qu'à partir de 40 sur 100, l'agriculteur a initié une démarche de transition agroécologique. Donc cet indice de régénération, il a plusieurs usages. Donc à la fois, comme je le disais, mesurer pour l'agriculteur son niveau d'avancement dans l'agroécologie, mais c'est aussi du coup un outil de conseil agronomique puisque nous on forme des conseillers, ça peut être des conseillers de chambre d'agriculture, des techniciens de coopérative à utiliser l'outil et ils vont pouvoir identifier facilement des pistes de progrès et construire des plans d'action avec les agriculteurs. Mais ce qui fait un peu la force de PADV, c'est que c'est un outil qui est retenu par les filières pour mettre en place des contrats agroécologiques avec des primes pour les agriculteurs qui sont indexés à l'indice de régénération. Et donc, par exemple, un agriculteur qui serait intégré dans une filière, par exemple autour de céréales, s'il a un indice de régénération supérieur à 40, il va pouvoir avoir une prime de X euros sur la tonne de céréales qu'il va commercialiser. Et c'est aussi des indicateurs qui sont utilisés par les acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire dans le cadre de tout le reporting auquel elles sont soumises, soit d'un point de vue volontaire, par exemple à travers les cadres SBTI, où les entreprises s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sur tout le long de la chaîne de valeur, ou alors sur des cadres plutôt réglementaires comme la CSRD. Et depuis l'année dernière, c'est aussi un outil au service du financement plutôt public-privé de la transition agricole, avec un projet de paiement pour services environnementaux, avec une agence de l'eau, l'agence de l'eau Artois Picardie, en complément d'autres paiements privés des acteurs des chaînes de valeur, mais je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Et juste pour vous donner quelques résultats clés aujourd'hui, on a à peu près 1000 exploitations qui sont suivies régulièrement par l'IR, ça représente 100 000 hectares. On a formé maintenant un peu plus de 350 techniciens à l'usage de l'indice de régénération. Et déjà aujourd'hui, on a 56 contrats filières amont-aval qui intègrent des primes pour les agriculteurs basées sur l'indice de régénération. Avant de rentrer dans le projet Covalo, qui vise à construire ces fameuses coalitions d'acteurs publics et privés, on avait mené un précédent projet sur la partie tiers nord de la France qui s'appelait Culture d'industrie sur sol vivant et qui visait à développer des filières agroécologiques sur des cultures de pommes de terre et de betteraves sucrières. Donc, des cultures avec des forts enjeux à la fois techniques et aussi des difficultés quand même sur les sujets de transition. Et donc ce projet, il comprenait 75 agriculteurs. Et à la fin du projet, on a regroupé les agriculteurs selon leur niveau d'avancement dans la transition, débutants, intermédiaires, avancés. Donc ça, on le voit sur le tableau, selon leur niveau d'indice de régénération. Et on voulait regarder où ils se positionnaient sur chacun des indicateurs de l'IR selon leur niveau d'avancement. Et on a constaté que les agriculteurs qui étaient très avancés dans l'indice de régénération, donc supérieur à 60, ils avaient aussi un très bon bilan carbone. Et d'ailleurs, l'inverse ne se vérifiait pas. C'est-à-dire que des agriculteurs peuvent avoir un bon bilan carbone, mais ne pas avoir un très bon indice de régénération, donc ne pas être très bon, entre guillemets, en agroécologie. Donc ce qui nous a permis déjà de dire piloter la transition agricole uniquement sous l'angle carbone,
n'est peut-être pas la meilleure entrée, puisqu'on risque d'oublier un certain nombre d'enjeux desquels l'agriculteur risque de se faire rattraper par la suite. Ensuite, on voit que les agriculteurs qui, au plus ils progressaient dans leur indice de régénération, au plus ils réduisaient les phytos, et plus particulièrement les insecticides et fongicides, avec des réductions jusqu'à 45% sur ces postes-là pour les agriculteurs très avancés. Sur la question de l'eau, on n'avait pas mesuré d'indicateur particulier sur la question de l'infiltration et de la rétention de l'eau, mais pour ces données-là, on se base sur les résultats de l'étude Bagage qui avait été menée dans le sud-ouest et qui montre qu'en réduisant le travail du sol et en couvrant un maximum, on pouvait augmenter la rétention d'eau dans les sols jusqu'à 15%. Et en parallèle, ces facteurs-là diminuent également l'érosion des sols. Et un autre point sur la fertilisation, où au plus les agriculteurs progressaient, au plus ils substituaient du minéral par de l'organique. Donc à l'issue de ce projet, on était capable de voir que, les agriculteurs ils avaient progressé, et que suivre cette transition de manière assez globale et large par l'agroécologie, ça permettait de faire progresser globalement tous les postes en même temps. Et d'un point de vue économique, on a bien eu des contrats avec des primes pour les agriculteurs sur les cultures de betteraves et de pommes de terre. Sauf qu'on avait fait une étude économique, justement, qui visait à quantifier l'ensemble des surcoûts de la transition dans le territoire, par justement l'achat de semences de couverts diversifiés, par la mise en place d'amendements organiques versus du minéral, par la mise en place de produits biocontrôle au lieu de phytosanitaires. Et on avait atterri sur un surcoût en euros hectares. Et le fait pour l'agriculteur d'avoir des primes uniquement sur ses betteraves et sur ses pommes de terre, ça ne permettait pas de compenser l'ensemble de ce surcoût. Et donc on s'est dit, mais puisque les agriculteurs de ce projet qui produisent des pommes de terre, des betteraves, ils produisent aussi des céréales, des légumes et potentiellement tout un tas d'autres cultures, il faudrait être capable d'articuler, toujours autour du même diagnostic, le maximum de contributions via des primes filières, puisque de toute façon la transition elle se fait à l'échelle de l'ensemble des cultures et à l'échelle du système de l'exploitation. Et c'est comme ça donc qu'est né le projet Covalo, donc qui est un projet financé par l'État dans le cadre de France 2030 pour la période 2024-2028 et qui va viser à élargir au maximum le nombre d'acteurs qui sont prêts à financer la transition agroécologique en se basant sur le même socle d'indicateurs communs autour de l'indice de régénération et créer des modèles techniques et économiques sur chacun des territoires où on va créer ces fameuses coalitions pour étudier les coûts de transition et l'offre de financement à mettre en face. Et du coup, ça va nécessiter une nouvelle organisation, ce qu'on appelle cette organisation en coalition, puisqu'on va essayer de rassembler dans chacun de ces territoires la majorité des acteurs, à la fois des filières agroalimentaires, mais aussi d'autres acteurs potentiels, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs même hors chaîne de valeur agricole. Donc les territoires, vous les voyez sur cette carte, 6 territoires. L'objectif, c'est d'embarquer 5000 agriculteurs et de faire financer 5000 agriculteurs dans cette transition. Les Hauts-de-France sont le territoire démonstrateur de ce projet Covalo. On avait commencé en avance de phase avant d'avoir le financement parce qu'on avait déjà justement cette dynamique avec les acteurs des filières dans les Hauts-de-France. Et pour les autres territoires, ce sont des coopératives qui sont en charge de coordonner le lancement des coalitions sur les territoires. 3 leviers d'action, du coup, dans ce projet et de ces constitutions de coalition. Le premier, c'est de déployer ces fameux diagnostics indices de régénération, avec aussi quelques données supplémentaires sur le carbone, parce que malgré le fait qu'il ne faille pas axer toute la transition sur le carbone, il ne faut pas se voiler la face, ce sont quand même des données qui intéressent beaucoup les acteurs de filière, et notamment les facteurs d'émission des cultures. Donc on commence dans ces territoires par une phase d'étude, où on fait un échantillonnage, et on va aller dans un pool d'agriculteurs, mesurer des indices de régénération et des données carbone pour savoir où en sont les agriculteurs dans la transition sur ce territoire-là, et l'analyse économique. Donc la même analyse dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va aller voir voilà, dans chacun de ces territoires quels sont les grands postes de surcoût liés à la mise en place de la transition. Et une fois qu'on aura fait ça, en parallèle, l'acteur qui coordonne le travail sur son territoire, il rassemble les autres acteurs économiques. L'objectif, c'est qu'ils rejoignent cette coalition et ils vont travailler sous forme d'ateliers pour arriver à cette offre commune de financement de la transition qui vient articuler des primes filières,
mais qui pourra aussi, par exemple, avoir un PSE ou un prêt à taux bonifié pour les investissements en lien avec l'agroécologie par une banque ou une assurance spécifique à la transition. L'objectif, c'est d'être en capacité d'articuler le maximum de financement autour du même socle d'indicateurs pour que ça soit facile pour l'agriculteur et pour maximiser aussi l'impact et la cohérence sur la vision. Et le troisième aspect, c'est la gouvernance collective, avec un événement qui s'appelle les défis de l'agroécologie, qu'on a organisé déjà à 3 reprises, qui visera dans chacun des territoires à rassembler l'ensemble de ces acteurs-là et identifier les freins à la transition et des leviers permettant de lever ces freins, et dans un second temps, de bâtir des initiatives concrètes et de dresser une feuille de route pour le territoire en question. Et pour vous donner un exemple, le PSE public-privé que je vais vous présenter juste après, il est issu de défis de l'agroécologie qui ont eu lieu en 2022. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'atterrir sur des choses concrètes après cet événement. Donc voilà, sur le PSE, c'est un projet qui est plus spécifiquement localisé dans les Hauts-de-France. Donc c'est une sorte d'outil de financement au service des agriculteurs de la coalition des Hauts-de-France, entre l'agence de Loire-Picardie et des acteurs des filières agroalimentaires. Vous voyez quelques logos à l'écran en haut à droite, mais depuis 2025, on a tout un tas d'autres acteurs qui se sont rajoutés. L'objectif de ce PSE, c'est d'intégrer 100 agriculteurs, et plus particulièrement 90 agriculteurs débutants et 10 agriculteurs expérimentés. Parce qu'on a, certes, il y a un objectif d'améliorer la qualité de l'eau, puisqu'on travaille avec l'agence de l'eau, mais le second objectif, c'est de montrer que mutualiser des financements publics et des financements privés, ça peut permettre d'embarquer des agriculteurs débutants. C'est un dispositif qui est simplifié et rémunérateur pour les agriculteurs, parce que le calcul du PSE de l'agence de l'eau, il est fait sur les indicateurs de l'indice de régénération. Et donc tous les ans, quand l'agriculteur voit son IR mesuré, par exemple, par le conseiller de la chambre d'agriculture de la Somme, il va percevoir son PSE basé à la fois sur le maintien des bonnes pratiques, ce qui vise aussi à récompenser les agriculteurs qui sont déjà meilleurs que la moyenne, et la création de services, c'est-à-dire les pratiques que l'agriculteur a mis en place en plus par rapport à l'année précédente. Et juste sur l'angle PSE public, d'après les simulations, les agriculteurs pourraient percevoir entre 5 et 16 000 euros par an sur l'exploitation. Et comme je le disais, en parallèle de ça, on a les acteurs économiques qui mettent en place les fameuses primes dès lors que les agriculteurs ont un IR de plus de 40 sur 100. Donc c'est un dispositif qui est progressif, qui a de la visibilité pour les agriculteurs puisque ça leur permet de s'engager pendant 5 ans et qui est ancré dans le territoire dans le sens où on part sur une base commune d'indicateurs de l'IR, mais l'agence de l'eau, puisqu'elle a un sujet sur la qualité de l'eau, on a modifié les pondérations, notamment sur l'aspect phyto, pour les rendre plus fortes, pour voilà, bien s'ancrer dans les objectifs de l'agence de l'eau. Et ça vise aussi à être un peu une alternative au MAEC, parce que sur ce territoire, par exemple, les MAEC type MAEC sol, en grande culture, elles avaient un peu de mal à prendre, notamment du fait que les agriculteurs trouvaient peut-être la prise de risque un peu trop forte, ou alors craignaient de devoir rembourser les montants perçus en cas de non-atteinte des résultats. Et c'est ce qui séduit beaucoup dans le format PSE, où en fait ils sont payés annuellement en fonction de ce qu'ils ont déjà mis en place. Donc voilà, c'est quelque chose qui les intéresse. On a recruté un premier pool d'agriculteurs fin 2024, on en avait 30, et là on a un recrutement du second pool en cours pour arriver à nos 100 agriculteurs. Voilà, on a déjà reçu 115 demandes, donc a priori ça devrait le faire. Voilà, merci pour votre attention.